Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, d'avoir libéré une partie de votre soirée pour que nous fassions ensemble de la philosophie. Dans la configuration de cette salle, avec ses murs, avec ses tables et ses chaises, là où nous sommes assis, nous n'allons pas pouvoir, contrairement à ce que préconisait Aristote, philosopher en marchant, mais j'aimerais bien qu'en quelque sorte nous philosophions en mâchant et en remâchant la question qui nous préoccupe aujourd'hui et qui est celle du management d'un point de vue philosophique. Je dis mâcher et remâcher parce que ma méthode d'élaboration puis de restitution d'un objet philosophique n'est pas magistrale. Je ne descends pas de la montagne pour m'adresser à vous. Je vous propose plutôt de sortir mes outils et de me mettre au travail, là, en direct avec vous, à la production d'un objet dont j'espère qu'il ressemblera finalement à quelque chose. Et cet objet, comment le produit-on? Eh bien, je dirais en repérant un matériau, puis en l'exhumant, puis en le dégrossissant, en le chantournant, en le ciselant, jusqu'à ce que quelque chose apparaisse. Et en philosophie, ce quelque chose porte le nom de concept. Voilà pour la méthode. Je précise aussi que je ne détaillerai pas la plupart des quelques allusions à des auteurs et aussi à des textes que je vais faire lors de ce travail, parce que ça casserait le rythme, et que sacrilège de casser le rythme, même et surtout en philosophie. Et cela dit, les références bibliographiques seront bien sûr disponibles dans la version écrite, et je pourrai aussi très facilement les transmettre, par exemple par mail, et très rapidement aux gens qui me les demanderaient. Le titre de cette intervention est « Sur le nouveau management », et son sous-titre est « Pour une éthique de l'acuité ». J'aimerais que nous produisions ce soir, que nous tentions de produire ce soir un concept nouveau. Beaucoup de gens croient qu'il existe déjà, parce qu'il est en vue, transmis, utilisé et même manipulé dans tous les sens, mais je pense néanmoins qu'il n'existe pas encore, que ce qui est connu et reconnu est seulement le nom d'un soi-disant concept, son fantôme, peut-être sa promesse, une sorte de nuée incoative, mais pas le concept lui-même. Et ce concept à la fois célèbre et inconnu, c'est celui du management. La production de ce concept aura lieu en 3 temps, qui ne seront pas ceux de l'exposition philosophique spéculative, mais plutôt ceux d'une progression par 3 chemins différents qui, je l'escompte mais ne garantis pas, vont converger et devraient converger. Première partie, premier chemin, la notion de bien immatériel dans l'horizon de la théorie des parties prenantes. J'ai envie de placer cette première partie sous l'emblème, voire sous la direction de Nietzsche, et de ce passage de Zarathustra appelé « L'amour du prochain », von der Nächstenliebe, dans la première partie du livre. Nietzsche parle. Est-ce que je vous conseille l'amour du prochain? Plutôt encore, je vous conseillerais la fuite du prochain et l'amour du lointain. La théorie des parties prenantes que je viens de citer dans le titre, je ne vous la détaille pas parce qu'elle est simple. Ceux qui ne la connaissent pas déjà l'apercevront, et moi je n'en suis pas un spécialiste d'ailleurs, l'apercevront sans effort en cours de route. Pour commencer, j'observe que certaines lois, les lois de la République, intègrent déjà les principes de cette théorie des parties prenantes. Ainsi, les architectes des bâtiments de France, et plus largement la plupart des livres du Code de l'environnement, ou bon nombre d'articles du Code de l'urbanisme, ou encore du Code du patrimoine, déterminent l'aspect des immeubles d'une ville en tant qu'ils sont visibles par les passants, et non, par exemple, du point de vue de leurs propriétaires. On voit tout de suite que rapporter les coordonnées de ces lois et codes sur celles de la production de biens ou de services consisterait en une véritable révolution, au sens propre, des priorités habituelles du management des entreprises, que sont la rentabilité à court terme des investissements et le profit résultant de la mise en œuvre d'une stratégie commerciale pertinente, et de la maîtrise optimisée, entre guillemets, de la maîtrise optimisée des coûts, masse salariale, frais de structure, fiscalité, consommation, etc.
Eh bien, ce schéma classique de l'organisation de la production relève bien d'une logique de propriétaire, là. Et c'est un schéma si classique et si général qu'on se demande si nous pourrions raisonnablement choisir une autre organisation de la production, ressortissant voilà, on m'alerte sur la dangerosité de ce que je vais dire. C'est un schéma si classique et si général qu'on se demande si nous pourrions, disais-je, raisonnablement choisir une autre organisation de la production, ressortissant à un autre principe. Il ne s'agirait pas de mettre en question la logique de propriétaire au point de remettre en cause la propriété elle-même, qui est tout de même un droit de l'homme, mais du moins de nous adosser à un autre principe que celui de la prise en compte quasi exclusive de l'intérêt des seuls propriétaires, des seuls actionnaires. Ainsi, de même que le droit de l'urbanisme et de l'environnement n'épouse pas le point de vue des propriétaires d'immeubles, mais aussi, et même d'abord, celui des riverains, et plus généralement des citoyens. Ce droit existe, hein, il est parfaitement constitué, il s'applique tous les jours partout en France. On pourrait imaginer que des lois sociales nouvelles s'affranchissent du point de vue et des intérêts des actionnaires, des propriétaires, et fassent davantage droit aux collaborateurs, aux fournisseurs, aux clients, aux consommateurs et à la cité. La cité, c'est l'environnement, les équipements publics, les causes humanitaires, etc. Emmanuel Picavet a largement et puissamment évoqué cette évolution des mentalités et des pratiques hier, dans le cadre de ce séminaire, sous le titre bien connu de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On pourrait d'ailleurs remarquer que ce mouvement a déjà lieu et que les entreprises sont depuis longtemps, et non moins aujourd'hui qu'hier, des actrices de la vie citoyenne. Par l'impôt, le mécénat, les fondations, le sponsoring, la participation au budget d'universités ou de grandes écoles, etc. Il n'empêche qu'il est possible et souhaitable, selon beaucoup, d'imaginer une organisation de la production notoirement différente. Capital détenu par les collaborateurs, management élu, que sais-je, échelle mobile et relativement resserrée des salaires, organisation des approvisionnements et de la commercialisation en fonction de critères environnementaux et sociaux, voilà une autre logique, bien connue d'ailleurs, que la logique de propriétaire, que la logique actionnariale. Cependant, nous, ici, nous ne concevons pas un programme politique, nous produisons un concept. Les hypothèses que nous venons de survoler n'ont donc d'intérêt qu'à préciser un enjeu philosophique qui va se dessiner dans l'espace d'une variation entre deux paradigmes opposés, mais situés aux extrémités d'une même échelle. En l'occurrence, celle de la théorie des parties prenantes. Sur une extrémité de l'échelle, nous aurions une organisation dans laquelle une seule partie prenante de la machine socio-économique effectuerait tous les rapports possibles de la machine, décisions stratégiques, commandement, travail, profit. C'est une situation à proprement parler d'esclavage que je décris là, hein, dans laquelle même le travail, bien qu'il incombe bien sûr aux esclaves, à proprement parler ne relève pas d'eux, puisqu'ils n'y sont affectés qu'en tant qu'outils. Et puis à l'autre extrémité de l'échelle, nous aurions une organisation dans laquelle toutes les parties prenantes, au contraire, et non plus une seule, toutes les parties prenantes d'une même machine seraient égales en dignité. Le point de vue et ou l'intérêt de chacune étant également pris en compte. Que ce soit les stratèges, les actionnaires, les cadres, les employés, les fournisseurs, les clients, les consommateurs, et puis les riverains, et puis plus généralement les citoyens, proches ou éloignés, et d'ailleurs aussi bien éloignés dans l'espace qu'éloignés dans le temps, les générations futures, a-t-on coutume de dire. Mais qui dit citoyen se rapporter à intégrer aussi dans les parties prenantes, et comme parties prenantes, les conditions d'existence des citoyens, et sans doute de l'humanité dans son ensemble, présente et à venir, c'est-à-dire la qualité de l'eau, de l'air, l'impact de la production sur la fertilité de l'espèce
et des espèces associées, sur les paysages, et plus généralement encore sur ces éléments importants, d'un point de vue aussi bien éthique qu'environnemental, les deux convergents d'ailleurs, que sont assurément les animaux dits de boucherie, et ou tous les animaux, ou d'ailleurs toutes les plantes, qui sont incluses dans des process de production dans lesquels ou par lesquels leur existence est menacée, ou ne serait-ce que sollicitée, réquisitionnée, ou arraisonnée, pour reprendre un terme heideggerien particulièrement approprié ici. Et nous pourrions d'ailleurs aller plus loin sur la foi de ce que Heidegger pense sous le titre de sérénité. Alors je parle sous le contrôle de Jean-Philippe Millet, qui est un spécialiste de la question, qu'il a beaucoup travaillé, et comment, pour intégrer dans les parties prenantes le rapport d'usage que nous avons aux outils, et donc les outils eux-mêmes dans leur ustensivité. Et pour demeurer un court moment encore dans l'orbite philosophique de Heidegger, nous pourrions intégrer le rapport de soi à soi, dévoyé dans les représentations sans fin, aux dépens de la pensée méditante, qui est notre bien le plus propre. De là que la théorie des parties prenantes pourrait comporter, et comporte d'ailleurs, la prise en considération de biens dits immatériels, constituant de proche en proche la totalité des étangs, autres que ceux engagés directement et immédiatement dans la production. Et pourquoi pas jusqu'à chacun de nous, dans notre rapport à soi, au soi. Bien. Or, cette extension sans limite des parties prenantes est bien entendu, on le voit tout de suite, impossible. On ne peut pas, sauf à démontrer le contraire, entreprendre quoi que ce soit avec ménagement, si l'on résout que ce ménagement consisterait à ne compromettre rien ni personne, ni soi, dans quelque procès de production que ce soit. Une machine, même la moindre, doit être fabriquée et consomme donc de la ressource, et davantage encore pour fonctionner, par exemple de l'électricité, et qui a peu ou prou des conséquences sur l'univers entier, et aussi de la ressource humaine, comme on dit un peu légèrement. Cette ressource-là, consommant ou consumant elle-même les ressources nécessaires à la reproduction de sa force de travail, au sens de Marx. La question pratique qui se pose est donc la suivante. Dans quelle mesure, et c'est une question qui interroge aussi Ghislain Deslandes dans le cadre de ce séminaire, hein, bien sûr. Dans quelle mesure, c'est la question grecque par excellence, n'est-ce pas? Dans quelle mesure pourrait-on faire fonctionner une entreprise en application de sa définition, c'est-à-dire en fonction de son but, sans compromettre toute ou partie de ses parties prenantes? Cette mesure peut-elle être posée autrement qu'empiriquement, au jugé, pour ne pas dire au doigt à mouiller, autrement aussi que d'une manière résultant d'un calcul portant sur le niveau des ressources, sur la qualité de l'air, ou sur ce qu'il est convenu désormais d'appeler, par exemple, le niveau de stock de telle ou telle ressource, la ressource halieutique par exemple, ou sur je ne sais quoi encore de cet ordre, ou sur le niveau d'invalidité entraîné par certains process chez telle ou telle quantité de travailleurs chaque année, etc. C'est-à-dire, la question de la mesure et de la juste mesure peut-elle être posée d'une manière qui ne prendrait pas en compte les éléments ayant part directement à la productivité ou à la rentabilité d'une entreprise. Bref, peut-on établir de manière complète, générale et indépendamment de tout intérêt particulier, une définition de ce que serait la juste mesure de la production? Cette juste mesure étant précisément par hypothèse, eh bien, c'est vraiment qu'une hypothèse pour le moment, ce que nous nommons management. La question est donc bien de savoir si l'on peut établir une définition du management, et plus exactement encore, s'il est possible d'en saisir le concept. Est-ce ce que, pas plus tard qu'hier, dans le cadre aussi de ce management, Robert Damien appelait l'acribie, c'est-à-dire que la méticulosité, l'exactitude, le grand soin, akribos, en grec. Je ne connais qu'une seule façon, en tout cas, de le savoir, c'est de le tenter. Donc je vous pose la question, je me la pose à moi-même, compte tenu des réflexions précédentes, que serait donc un concept du management? Dès lors qu'on ne peut pas mettre à distance de toute production toutes ses parties prenantes, ce
qui serait tout de même contradictoire en les termes, que convient-il par et dans le management de ménager? Vous voyez, la question est celle d'Aristote, du todéon, dans l'éthique à Nicomède. Que convient-il de faire? Mais cette question prend ici une extension dont la question de la limite n'est pas réglée, ce qui, au passage, chagrinerait sans doute beaucoup Aristote. Quel est le critère de la juste mesure, de la prise en compte des parties prenantes dans un process de production? On pourrait dire, en raisonnant par l'absurde, que toute production sollicitant une partie du tout devrait être abolie, c'est-à-dire la production elle-même, et en tant que telle, et a fortiori la production lourde, supposant une exploitation massive des ressources. Je sais qu'il existe des gens qui posent ce genre de défi. Je considère, en reconnaissant que c'est une de mes propres limites, que ces gens nous font finalement perdre notre temps à des bavardages. Ce qu'on a coutume d'appeler les décroissants causerait en réalité une atteinte radicale à ce que je crois être au cœur même de la vie, c'est-à-dire son désir inhérent de s'accroître toujours, en s'éprouvant toujours elle-même davantage. De là que la décroissance est un thème chimérique, un semblant de théorie, à mon avis, échafaudée en dépit, voire en dépens, enfin au dépens de la raison. Cela dit, si donc nous maintenons l'idée d'une production, quid encore, une fois, de son management, de sa juste mesure? Comment, à la fois, atteindre le milieu et être dans l'excellence, selon l'expression de Lambros Kouloubaritsis? In medio statuirtus, ont répété des générations scolastiques, où le milieu est la vertu, tirant cette traduction certainement de loin en loin du Médène Hagan, attribue à Solon et qui était aussi inscrite sur la porte du temple de Delphes, que les latins traduisent nequid nimis, rien de trop. D'accord, mais en termes de management, à partir d'où est-on dans le trop? Rien ne prouve d'ailleurs que le milieu, médio, soit mieux que les extrêmes en la matière. Ou plutôt, rien ne prouve que le milieu dont il s'agit soit réellement équidistant des deux extrémités déjà décrites. Les extrémités, c'est en gros la décroissance, d'une part, et la production à outrance, de l'autre, et les modèles managériaux associés. Voyons cela, mais rapidement. Pour ce qui concerne les parties prenantes les plus immédiatement proches de telle ou telle unité de production, les actionnaires, les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, nous l'avons déjà entrevu. Il conviendrait d'établir dans la loi et ou par la concertation un équilibre duquel résulterait par exemple ceci, qui ne sont bien sûr que des exemples. Tant qu'on en resterait à ce stade de parties prenantes rapprochées, ce ne serait pas bien compliqué à théoriser. Premièrement, pour les fournisseurs et sous-traitants, par exemple, que les négociations de référencement n'écrasent pas leurs marges et que leurs prestations leur soient payées dans un temps raisonnable. 2, pour les clients, que la qualité des produits livrés et des livraisons elles-mêmes soit conforme à ce qu'on appelle la promesse client. Je vous ai vendu une voiture rouge livrable en 3 semaines, je ne vous la livre donc pas verte au bout de 2 mois, ou alors je vous dédommage d'une manière ou d'une autre. Troisièmement, pour les actionnaires, qu'ils reçoivent une rémunération du risque qui les encourage à investir, ou en tout cas ne les en décourage pas, sachant que cette rémunération serait encadrée par la loi en fonction de la juste rémunération du travail par ailleurs. Et puis quatrièmement, pour les collaborateurs, étant entendu qu'une entreprise ne fonctionne pas sans exécutants, quel que soit leur niveau, une échelle relativement resserrée des salaires me paraît un principe à cet égard nécessaire et suffisant. Mais pour ce qui concerne les parties prenantes directes, ce serait là un équilibre à la fois acceptable par toutes, rationnel et nouveau, mais dans le cadre d'une acception plus large, et même, nous l'avons vu, quasiment universelle des parties prenantes. À quoi nous en tiendrions-nous? Comment dois-je, et d'abord comment puis-je, intégrer le sort d'une famille d'orang-outans de Bornéo dans une commande d'une certaine quantité de bois exotique entrant dans la composition, par exemple, des salons de jardin ou des tableaux de bord de voitures haut de gamme que je fabrique? Ou plus simplement, selon quels critères m'interdirais-je de convoquer une réunion à 9h du matin, alors que les participants viennent de loin, ou à 19h parce que je sais qu'ils doivent repartir loin? Bref, quelle est la juste mesure? C'est-à-dire, en l'espèce, quel est l'essence du management? Je veux dire, si par hypothèse la juste mesure est le nom de baptême ou la définition nominale du management,
alors quel est, encore une fois, le concept du management, ou de la juste mesure. Leur ressort le plus originaire, et donc le plus propre. Avant même d'inscrire un peu précipitamment, comme ce fut toujours le cas jusqu'alors, une prétendue réponse à cette question dans un droit, dans un code, dans une pratique, il serait en effet heureux de prendre philosophiquement cette question à bras-le-corps. Mais vous me direz, il existe déjà un droit, il existe déjà des lois, déjà des pratiques, et déjà des possibilités politiques et juridiques de faire évoluer ces lois et ces pratiques. Au moins, de fait, il semble donc que la réponse existe, et que donc le management soit bien connu en tant que tel. Peut-être, mais il l'est prosaïquement. Il se trouve que nous, ici, nous avons la tâche antiprosaïque, noble, de produire un concept. Nous avons vu qu'à cet égard, ce qui semble dessiner un tel concept serait le critère du ni trop ni trop peu. Ni à raisonnement total, le trop, ni le trop peu. La décroissance et la réduction consécutive de l'existence humaine à la simple et triste nécessité, je veux dire, on ne boit plus dans des verres, mais accroupi dans des flaques. Ni trop peu. C'est-à-dire ni exaspération et épuisement tendanciellement total de la ressource, qui nous placerait dans une situation à proprement parler d'aporie, au sens même étymologique de sans ressources, et qui est aussi d'ailleurs la meilleure illustration de l'aporie théorique de ce système dévorant et finissant par se dévorer lui-même. Donc ni prédation totale, mais ni non plus de mise à distance qui interdirait à quiconque de faire quoi que ce soit de lui-même ou de n'importe quoi et avec qui que ce soit. Dans ces deux cas extrêmes, dont il faut d'ailleurs observer que seul le deuxième, hélas, n'est qu'une hypothèse d'école, il n'y a d'ailleurs pas de partie prenante, les parties n'ayant prise à rien et en rien, et n'étant pas même donc des parties. Alors, quel est-il donc, le critère, enfin, de cette juste mesure? Le ressort ultime de la phronésis, en quelque sorte, de la sagacité. C'est ainsi que Richard Bodelius traduit phronésis dans son livre sur Aristote, qui s'appelle d'ailleurs Aristote, paru chez Vrin en 2002. Quel est le ressort de la sagesse pratique, autre traduction, de la prudence, du discernement? Si j'aimais les néologismes, je dirais judiciosité, ce serait tout à fait bien, mais comme ce serait aussi tout à fait moche, je préfère traduire par justesse, ou même ajustement, mais au sens actif du terme, capacité et effectuation d'ajustement. Cette juste mesure, disais-je, introuvable, infondée, et semble-t-il si difficilement repérable quelque part entre les deux pôles d'absurdité déjà décrits, dévoration totale et déprise totale, et où pourtant la juste mesure se trouve nécessairement. Quelque chose se trouve nécessairement entre tout et rien. Où gît-elle anonymement, ténébreusement? D'où se contente-t-elle d'émerger ici ou là, mais toujours fugitivement, et sans qu'on puisse en avoir une compréhension stable et générale? Dans l'évangile de Matthieu, 15e chapitre, il est dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche qui rend l'homme impur. » Puis un peu plus loin dans le même chapitre, « Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Eh bien, si manager, si donc d'abord s'appliquer une juste mesure, revenait non pas à se laver les mains avant de manger, ce que je conseille tout de même de faire, c'est-à-dire à observer un ensemble de lois et de codes extérieurs à moi, c'est-à-dire à moi qui suis par hypothèse en charge de prendre une décision concernant un système de production, affectant lui-même un ensemble plus vaste, eh bien, si bien manager consistait d'abord à reconnaître ou découvrir ou retrouver la juste mesure inscrite au cœur même de ce que Michel Henry appelle un savoir élémentaire de la vie. Savoir élémentaire de la vie, double génitif de la vie. C'est une terminologie qui rappelle même de Guirand, cette question du savoir interne et immédiat. Bon, on voit là-dessus Gabriel Dufour, Kowalska, Anne de Varieux, qui est intervenu d'ailleurs là-dessus dans le même congrès dont parlait Ghislain tout à l'heure à Louvain, auquel je participais. Mais c'est aussi, en tout cas, apparemment, un héritage de bien plus anciennes lignées que nous pourrions invoquer.
Et cette fois, Henri, qui revendique sa filiation avec Mène de Biran, ne la reconnaîtrait pas du tout, cette filiation. C'est l'héritage platonicien. On pense au Phédon, par exemple, dans lequel la phronésis n'est autre que la pensée. Et la pensée, l'essence de l'âme, en tant qu'elle est le se tourner vers soi de l'âme. On ne serait pas loin de ce que Henri pense en termes d'auto-affection de la vie par elle-même. Dans les chapitres du début de sa généalogie de la psychanalyse, texte majeur, Henri affirme par exemple que la pensée est, pour Descartes, un autre mot pour dire la vie. Mais la difficulté d'un point de vue henrien, c'est qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucun lien praxique, si vous voulez, dans cette phronésis platonicienne. Chez Platon, la phronésis engendre la sophrosune, c'est-à-dire la tempérance, les qualités d'âme, qui consiste à peu près à se retirer du monde ou à y exister sans en participer. Et nous retomberions chez un de nos deux monstres de qui nous venons de nous défier, en l'occurrence le défaut, au sens aristotélicien, le non-agir, le symétrique de l'excès, la décroissance, dont il a été question en deux mots tout à l'heure, le trop peu, si vous voulez. Bref, et si bien managé, disais-je, ne revenait pas d'abord à se conformer aux lois, mais ressortissait à un savoir élémentaire de la vie. Vous voyez, c'est pas que je me lave les mains avant de décider, ce n'est pas que je me soumette aux lois qui fait de moi un manager dans le plein sens du terme. Bien sûr, il faut que je me soumette aux lois, mais comment agirais-je quand la loi ne prévoit rien? Comment agirais-je quand la loi elle-même n'est pas juste? Car elle-même n'aura pas été élaborée par des gens qui auraient d'abord produit le concept de la juste mesure appliquée au management des entreprises. Globalement, qu'adviendrait-il d'ailleurs de sociétés, alors là, dans les deux sens du terme, société civile ou politique, et puis société inscrite au registre du commerce, qui ne fonctionnerait plus qu'en application de code, où plus aucune part ne serait laissée à l'appréciation, au libre exercice de la vertu, qui est toujours d'abord personnelle. Essayons plutôt de partir de l'hypothèse qu'observer les lois ne me rend pas pur. Ni moi, ni aucun manager, ni non plus aucun homme. Et que donc la justesse ne dépend pas de l'application des lois, mais que c'est bien plutôt le contraire. Que c'est la justesse, et nous allons creuser encore cette notion, qui féconde les lois bonnes et en garantit la sage application. Je cite un passage de Henri, le seul passage que je citerai. Paru dans La Recherche en mars 1989 et qui résume puissamment les thèmes développés aussi bien dans La Barbarie, son livre de 1987, que dans ce qu'il est convenu d'appeler la trilogie tardive de Henri, sa trilogie chrétienne. Alors là, il parle, c'est lui qui parle. Quant à l'éthique, totalement étrangère au domaine de la science, en sorte que celle-ci n'a justement rien à nous apprendre de ce que nous devons faire, la science, elle puise, l'éthique, elle puise sa source dans la vie, et en elle uniquement. C'est pour autant que la vie, s'éprouvant immédiatement en son besoin souffrant et en tous ses vécus, sait ce qu'elle est et ce qu'elle veut, qu'elle sait aussi ce qu'il faut faire et comment le faire. S'il est vrai que son savoir immédiat est aussi celui de tout savoir-faire, de toute praxis possible. C'est encore Henri qui parle, la vie, en fin de compte, se veut elle-même. Elle veut, selon le désir d'accroissement qui l'habite, vivre davantage, sentir, comprendre, aimer davantage. En tout ce qu'elle fait, en chacun de ses pouvoirs, elle aspire à s'éprouver elle-même plus fortement, elle vise un plus grand bonheur. Ce bonheur de vivre constitue l'unique finalité de la vie, comme de tout ce qu'elle entreprend. Du projet scientifique notamment, et de la technique qui le rend possible. Lorsque celle-ci échappe à cette finalité, comme on le voit sous nos yeux, j'en termine, elle se change en un autodéveloppement monstrueux, inaugurant une barbarie d'un type nouveau, sous le poids de laquelle l'humanité risque de périr, de se détruire spirituellement en tout cas, ce qui pour Henri revient au même. Pour moi aussi d'ailleurs. Dans ce passage, me direz-vous, Henri parle du développement de la technique et pas du management. À quoi je répondrais, rien chez Henri ne nous interdit de considérer le management comme une technique, tout au contraire nous y autorise.
ce sont des passages comme celui-là, et de ce que j'ai dit de l'idée de retrouver la justesse en tant que savoir immédiat de la vie elle-même, qui ont pu faire penser à plus d'un que, j'ai souvent entendu ça, que Henri était une sorte de néo-platonicien. Non, retrouver un savoir immédiat de la vie ne relève pas d'une réminiscence. Et nous allons apercevoir un peu plus loin de quoi cela relève, si ce n'est d'une réminiscence. Donc vous voyez, ce serait ça, être pratique. Partir de la vie elle-même, c'est-à-dire, dans le sens en rien, redevenir spirituel. Alors, ça ne veut pas peut-être dire devenir ou redevenir religieux, ce qui embêterait sans doute pas mal d'entre nous. Et donc cela ne veut pas dire espérer en le salut par Dieu à l'instant de faire quoi que ce soit, y compris manager. Mais ce serait intégrer au management ceci. 2 points. 1. Toute codification législative, réglementaire ou déontologique, nécessairement extérieure à moi, comme se laver les mains, sera toujours en retard d'une guerre sur l'impératif de l'intégration des parties prenantes. D'autant que ces lois et règlements peuvent très bien être suscités par des gens ou des groupes qui n'ont aucun intérêt immédiat au développement de cette prise en compte. Et qui peuvent donc s'arc-bouter sur un type classique de management, de non-management, à vrai dire, vertical, directif, étroit, corrompu, que sais-je. Deuxième principe, un sentiment de justice ou de justesse naît de et dans la vie elle-même, dans un sentir de la vie elle-même. Comment faire en sorte qu'il imprègne ou même qu'il origine les lois et les pratiques? Car nous savons bien que nous en resterions sinon aux vœux pieux. Un premier élément de réponse qui devra être corroboré par les conclusions de ma deuxième et de ma troisième partie serait le suivant. Élaborer des modules d'enseignement du management qui prévoient que les décideurs ne distinguent plus ce qu'ils peuvent ou doivent faire en fonction de la proximité de l'incidence et ou des conséquences de leur décision, sur mon usine, mon chiffre d'affaires, mes salariés, au mieux mes compatriotes, non plus en fonction de la proximité, mais en fonction de l'acuité de cette incidence et ou de ses conséquences. Par exemple, l'accélération de l'extinction d'une espèce animale ou végétale, ou au contraire, dans le bon sens du terme, la favorisation d'une filière de sous-traitance intégrant complètement le recyclage, ou mieux encore, la biodégradabilité dans sa propre production, etc. Vous pourriez me dire, ce qui détermine le caractère d'acuité, c'est justement le caractère de proximité. Comment distinguer les deux? Proximité et acuité. Comment? On l'a vu. Mon usine d'un côté, les orang-outans de l'autre. Mais surtout, pourquoi distinguer l'acuité de la proximité? Eh bien parce que justement, dans cette distinction, je pense qu'on est au cœur là, dans cette distinction consiste exactement l'essence du management. Et plus archaïquement d'ailleurs, le ressort originel de toute phronésis, de toute justesse, de toute possibilité d'ajustement. Un savoir immédiat de la vie, de ce qui est juste et ou ajusté, et de ce qui ne l'est pas. Mais comment se peut-il que ce qui est loin me soit par hypothèse plus impérieux, plus urgent, plus important, plus aigu que ce qui m'est proche? Est-ce seulement concevable? Oui, si je me convainc bien que le management n'est pas la justification théorique et finalement le bras armé de l'égoïsme et de la prédation, mais bien la meilleure façon d'assurer la pérennité de mon entreprise, et donc celle de mes fournisseurs, de mes clients, de mes actionnaires et de mes collaborateurs. Et que ce qui assure la pérennité de mon entreprise et de toutes ses parties prenantes immédiates est justement que je prenne en compte dans toutes les décisions que je prends, dans les protocoles et procédures que j'imagine et que je mets en place, dans ma façon de me soumettre aux lois, ou de chercher d'ailleurs à en susciter de nouvelles, que donc je prenne en compte d'abord l'acuité et non la proximité apparente. Alors, allons encore un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que la proximité apparente n'est pas toujours aiguë? Ou qu'elle ne l'est pas par essence? Et qu'est-ce qui fait que l'acuité, elle, n'est jamais lointaine?
Là encore, c'est dans Michel Henry que nous trouvons clairement la réponse à cette question. Le critère de l'acuité, c'est-à-dire l'attestation indépassable de ce qui est réel, est tout simplement le sentiment que j'éprouve à l'occasion de la manifestation de ce réel. Il n'est d'ailleurs rien d'autre, ni en rien d'autre, que sa manifestation elle-même. Autant d'être, autant d'apparaître. Henry est un phénoménologue. Allons encore un peu plus loin. On connaît tous cette image henrienne du rêveur qui rêve qu'il tombe du 3e étage et dont l'éprouvé de la chute est indubitable. L'éprouvé de la chute est indubitable. Alors que la réalité descriptible, mondaine, extérieure de sa chute, est au contraire parfaitement douteuse. Quelqu'un qui rêve qu'il tombe ne tombe pas. Mais qu'il éprouve qu'il tombe est indubitable. Le critère de l'acuité, en ce sens, c'est l'éprouvé. L'éprouvé de la chute, en rêve en l'occurrence. L'éprouvé est donc le constituant fondamental du réel. Si vous n'admettez pas cela, même par hypothèse, vous ne pouvez plus me suivre. D'accord. Mais comment éprouverait-on avec plus d'acuité ce qui ne nous est pas proche? Géographiquement proche, par exemple. Eh bien, en ce sens qu'il ne faut plus faire du proche le critère de l'acuité, mais au contraire, de l'acuité le critère du proche. Voilà un principe que je conseillerais d'intégrer aux cursus managériaux. C'est aigu, donc c'est là, donc c'est mien. Et si je me fiche bien, moi, me répondrait-on que les orang-outans disparaissent. Si le critère du proche est l'acuité, voilà bien la preuve que tout ce verbiage est parfaitement vain, puisque, dans cette hypothèse, la disparition de ces singes ne serait aucunement aiguë pour moi. Ben non. Retrouver un savoir immédiat de la vie, disions-nous avec Michel Henry, qu'est-ce à dire? Que nous devons bien penser des écoles, avec leur autorité d'école, gouvernées par des principes, et les contenus d'enseignement qu'ils détermineront permettront justement aux élèves, aux clients, aux humains, aux vivants, qui originairement et finalement composent les entreprises actuelles et futures, de retrouver, certifié par l'attestation du sentiment indubitable du réel, que l'acuité m'est toujours essentiellement proche, alors que le proche ou soi-disant proche ne m'est pas toujours essentiellement aigu. Après tout, pour illustrer là mon propos, il n'est pas inscrit dans les astres que je doive à jamais éprouver comme plus réel un bilan comptable qu'une scène de déforestation massive entraînant l'extermination de colonies de singes, voire de tribus autochtones. Et pourquoi? Mais parce que ce n'est pas plus réel et ne saurait l'être, en fidélité au savoir immédiat de la vie. Tout juste pouvons-nous avoir aujourd'hui l'illusion que cette colonne de chiffres ou que cette chaîne de montage est plus réelle que ce que j'ai précédemment dit. Eh bien, une école de management, ou d'autres choses, sa première mission est de lever les illusions, et non de les nourrir, de dessiller les yeux, d'élever l'esprit, et avant tout d'aider à faire retrouver par chacun sa possibilité la plus propre, qui est de sentir et de ressentir. Bon. Alors vous me direz qu'ose toujours, tout ceci n'adviendra pas car les écoles de management n'enseigneront jamais un type de management qui ferait passer au second plan des notions de chiffre d'affaires ou d'EBITDA. Mais pourquoi ces notions passeraient-elles dans cette hypothèse toujours et nécessairement au second plan? Pourquoi serait-il absolument nécessaire que dès lors qu'on aurait le souci des orang-outans, on gagnerait moins d'argent ou on en ferait moins gagner à son entreprise? Manager serait au contraire viser un résultat en marge brute qui n'aurait pas été obtenu en dépit du sentiment d'acuité réelle, mais même, pourquoi pas, grâce à ce sentiment d'acuité. Car enfin, quelle finalité marketing et commerciale ne ressortirait-elle pas renforcée d'une acuité managériale approfondie, plus authentique, d'une connaissance intime, intérieure, de ce que les autres humains désirent le plus ardemment? Bien, au-delà d'ailleurs de leurs caractéristiques mondaines au sens de ce qui appartient au monde, c'est-à-dire une connaissance de ce que la vie veut dans les vivants, c'est-à-dire s'étreindre et s'atteindre elle-même toujours davantage. L'hypothèse de Henry, la mienne aussi, c'est que la vie ne s'étreint ni ne s'atteint pas dans la destruction.
ou alors dans le cas, très répandu, il est vrai, du retournement des forces de la vie contre elles-mêmes, ce que Baudelaire, reprenant le poète Terence, qui le tenait lui-même du grec ménandre, appelle Eotonti Mouroménos, celui qui se hait soi-même, le bourreau de soi-même, qui a fort à voir avec ce que Nietzsche, évidemment, chanson connue, appelle le ressentiment. Mais Henri fait dans les chapitres 7 et 8 de sa généalogie de la psychanalyse une analyse de cette notion qui est absolument magistrale. Bref, sommes-nous, pour bien manager, condamnés à attendre que la loi exige et qu'encore une fois l'acuité soit fonction de la proximité, par exemple ici la proximité de la pression de la loi? N'est-ce pas plutôt cette attente qui serait irréaliste, que ce soit d'ailleurs en des temps de régression de la pondération de la décision politique, comme actuellement? Actuellement, je veux dire depuis ces 40 dernières années, hein. Mais ça s'accélère, c'est vrai. Ou en des temps de surpondération de la décision politique, dont on sait bien qu'elle n'est pas nécessairement, d'ailleurs loin de là, hein, un gage d'expression et de satisfaction de l'intérêt général. Et si nous pensions qu'il n'y a pas d'alternative à ce que la loi ordonne, n'est-ce pas au fond encore à cause de notre éclipse spirituelle? N'est-ce pas en conséquence d'un doute, d'un soupçon généralisé, d'une méfiance? La méfiance étant de l'ordre du non, N-O-N, et la confiance de l'ordre du oui, qui est l'ordre spirituel lui-même, que nous estimerions que ni les écoles du management, ni leurs clients, ni leurs élèves, ni leurs bailleurs de fonds ne soient capables d'adhérer au principe d'acuité morale des décisions managériales, plutôt qu'à celui de proximité apparente de leur incidence et de leurs conséquences. Pourtant, voilà désormais le critère de la juste mesure, de la justesse. L'acuité morale des conséquences d'une décision en fonction du savoir immédiat, conscientiel, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Le chiffre d'affaires et l'EBITDA, nous en sommes arrivés, et certes pas par la loi d'ailleurs, à un moment historique où vendre l'idée d'un tableau de bord fabriqué en matériaux recyclés ou biodégradables ne serait sans doute pas moins rémunératrice que celle d'en vendre un en padouk, en palissandre ou en wenge. Voyez ma conviction, il suffit de le vouloir. Nous sommes à la veille de la mise en œuvre concrète de cette volonté, aujourd'hui très partagée. Il faudrait d'ailleurs se demander pourquoi. Alors que tout y dispose, nous ne mettrions pas en place, en effet, cette nouvelle forme de management, authentique. Mais ce ne serait plus le sujet de ce travail. Non. Les patrons, et notamment ceux qui ne le sont pas encore et s'apprêtent à le devenir, ne sont pas de toute nécessité des affameurs, des exploiteurs ou des oppresseurs. La conscience que nous avons qu'il en existe bien de cette sorte, hein, suffit d'ailleurs à distinguer tous ceux qui n'en relèvent pas. Je ferai donc ici ce pari, puisque le politique est en repli, comme le sont sans doute durablement l'État et l'idée d'État eux-mêmes, puisque les décisions impactantes sont désormais potentiellement et d'ailleurs réellement dans les mains des managers, alors il faut intégrer les désirs de vie et de la vie dans les modules de l'enseignement managérial de haut niveau. 1. Le sentiment d'acuité est la seule attestation du réel. Le proche apparent n'est qu'une apparence, justement. Et donc l'aigu, voilà le proche. Mon voisin n'est pas mon prochain. En toute rigueur henrienne, mon voisin l'est dans le monde, mon prochain l'est dans la vie. 2. Le réel est le seul domaine du manager. Un manager n'a rien à inventer, hein, à imaginer, ou à rêver, ou même à voir. Il a à ressentir authentiquement. Ce qui, soit dit au passage, est beaucoup plus fécond que tous les protocoles actuels de création marketing vendus à prix d'or par des agences soi-disant spécialisées. Et il a ensuite à décider, manager, ressentir, décider, rien d'autre. En fonction et en fonction seulement de ce qu'il ressent authentiquement. Voilà. Première étape, premier chemin. Le deuxième, j'ai intitulé « Ressort de la souffrance au travail ». Ghislain Deslandes va évidemment mieux et plus que moi travailler ce sujet. D'autres l'ont fait, que tu cites Pascal Chabot, Christophe Dejour notamment.
Nous avons donc produit un concept précédemment, ou disons les éléments d'un concept possible du management, l'acuité morale comme essence de la juste mesure. Nous avons vu aussi qu'il fallait nous aider pour que le ciel nous aide, et donc qu'il fallait faire école, courageusement, et à mon avis de façon très vite rentable, à partir de ces principes. Et très vite rentable parce que ce sont des principes qui sont des savoirs immédiats de la vie, et qu'ils peuvent donc être retrouvés en lui-même par n'importe quel vivant. Il ne s'agit pas d'apprendre le chinois, mais la vie a des vivants, donc ça devrait quand même fonctionner. Mais il existe un autre vecteur que l'école pour organiser ces retrouvailles. Et c'est cet autre vecteur que je voudrais faire apparaître maintenant, et beaucoup plus brièvement que le précédent. La possibilité d'une nouvelle pondération de l'organisation de la production en fonction du critère de l'acuité ou de la proximité morale paraîtra à beaucoup, malgré mes démonstrations, une sorte d'utopie, voire d'atopie, construite par des idéalistes et potentiellement relayée par des démagogues. La polarisation de la puissance par une seule des parties prenantes au détriment des autres, en gros, le système actuel de la production, semble en effet irréversible. Et pour ainsi dire, naturel, prépotent, surpuissant, indépassable, et même bénéficiant de la compréhension diffuse, mais générale, d'une vieille maxime, selon laquelle il faut aimer ce qui est nécessaire. Cette polarisation de la puissance dans une seule partie prenante, à tel point d'ailleurs que les autres parties ne sont plus prenantes, cet accaparement total et totalitaire paraît aimable. Cette situation provoque, à proprement parler, une crise d'une nature et d'une force inouïe, dont il nous reste là encore à produire le concept. Crise qui à la fois provoque et circulairement résulte des crises morales, politiques et socio-économiques de notre temps, et qui tient justement à que ce qui est regardé comme inévitable, nécessaire et aimable est à la fois éprouvé comme injuste et haïssable, toujours l'éprouver comme attestation ultime du réel, n'est-ce pas? Cette crise particulière, à proprement parler radicale, là, au sens propre, naît de ce qu'un même objet, une même situation, une même existence est à la fois regardée positivement, nécessaire donc aimable, vous voyez, on arrive à se convaincre que c'est comme ça, et qu'il faut aimer ce qui est comme ça, donc regarder positivement et à la fois éprouver négativement. Il s'agit donc d'une souffrance, d'une crise ontologique, ou mieux d'une crise manifestant la séparation entre une, entre guillemets, onticologie de l'étang, donc, et une phénoménologie de la vie au sens en rien, et plus radicalement encore, une crise, à vrai dire, existentielle, en tant que l'existence, le vivre affectif qu'elle est, se distord entre le voir, ce qui est dispensé en tant qu'étant dans une éragénis pour un Dasein, d'une part, et l'éprouver, d'autre part. Nous regardons en effet l'organisation de la production et l'organisation sociale qui en découle, et le désordre mondial même qui en résulte, et l'injustice globale, et à la fois, et surtout l'injustice proche et aiguë qui en advient parmi nos proches, parfois dans nos familles, comme une belle forme nécessaire. Et belle parce que c'est nécessaire, ou passant pour tel. Et quels que soient ses travers, nous y consentons, car cette belle forme, ce fonctionnement remarquable en tant qu'il renaît sans cesse plus fort de ses cendres et de ses écroulements, l'hyperlibéralisme financier, peut finir par implacablement sembler, oui, naturel et nécessaire à beaucoup, et y compris à beaucoup de ses victimes. Amor fati, relancé à Nietzsche en l'empruntant à l'antique, mais Nietzsche aurait au contraire envoyé au diable un système du mépris de la vie, de la séparation de la vie d'avec elle-même. Car au même instant où nous le voyons dans son évidence mondaine rayonnante, ce système parfait, nous le ressentons comme révoltant dans le silence de nos cœurs, c'est-à-dire en notre chair. Chair en hébreu, c'est basar, doux.
la nature de la crise radicale dont il est question ici est la déhiscence conflictuelle du voir et de l'éprouver. Et il n'est pas certain que jamais, au cours des âges, elle n'ait été aussi marquée qu'aujourd'hui. Ces noms d'emprunt sont souffrance au travail, malaise social, crise morale. C'est chaque fois un aspect différent du même mal, l'oubli ou la censure de la vie, génitif objectif, c'est-à-dire de l'éprouver s'éprouvant, s'auto-affectant, dit Henri. Travailler en retour par une intarissable nostalgie de la vie, double génitif cette fois, qui ne s'en laisse ni ne s'en laissera jamais compter par les évidences du monde, et notamment pas par des catastrophes qui tentent de se faire passer pour des parousies. L'ultralibéralisme, par exemple, mais le communisme réel autrefois, ou je ne sais quel fascisme politique ou politico-religieux. Ainsi, nous sommes bien ici en possession d'un nouveau vecteur d'affirmation de l'acuité morale comme critère de la justesse. Et c'est la souffrance. Et nous l'avons vu, pas une souffrance telle qu'elle résulterait ou résultait autrefois de l'impact direct d'une décision injuste sur un employé qui aurait serré les dents, courbé les chines, qui aurait renaclé, qui se serait même révolté, à bon droit d'ailleurs, ou qui aurait enduré sa souffrance, mais en n'imaginant pas un instant que la justesse et la justice ne se tenaient pas à ses côtés. C'est en tant que juste, convaincu de justice, qu'il aurait souffert ou se serait révolté. Mais nous n'en sommes plus là. Disons, nous avons failli n'en plus être là. Nous avons affaire désormais à un employé qui considérera, dans l'officialité de son jugement comporté dans un voir, que la décision qui le mine ne peut pas être injuste, car elle procède du nécessaire et du conséquemment aimable. Et que donc il devra s'en prendre plutôt à soi-même, et chercher à s'amender, etc. Tout cela, alors que strictement en même temps, il saura indubitablement dans le silence et dans la nuit de son éprouvé, comporté dans un sentir et certifié par l'attestation absolue de ce sentiment, que cette décision qui le mine est une injustice. La théorie des parties prenantes est à cet égard intéressante à deux titres. Un, elle peut aider à fournir un modèle d'explication de la crise de la vie comme existence, en tant que l'éprouvé est distancié de soi dans la juridiction inauthentique d'un monde. Si vous voulez. Deux, elle peut surtout, et c'est ici notre sujet, constituer une issue pratique, concrète et positive. Ce qui ne signifie pas universelle ou définitive à cette crise. En rapprochant la vérité fondamentale de l'éprouvé, ce n'est pas la terre qui ne ment pas, c'est la vie. Et la vérité circonstancielle du voir. En d'autres termes, si le nécessaire me paraît juste, si l'irréversible me paraît vertueux, si la belle forme me prodigue des bienfaits, j'aurais plus à fonder mon existence sur un consentement hypocrite, à un mensonge douloureux, mais sur une adhésion résultant du rapprochement de l'éprouvé et du voir, ou en tout cas sur une adhésion mesurée par un tel rapprochement. Mais pour en arriver là, à cette réconciliation asymptotique, jamais achevée, toujours compromise, du voir et du ressentir, dès lors que le voir serait déterminé par le ressentir, et non l'inverse, il se peut que ce vecteur de la souffrance au travail se mette en œuvre concrètement dans la cité, dans l'entreprise, autrement que sous la forme des révoltes ancillaires ou serviles ayant eu lieu de Spartacus à nos jours, et d'une manière dont il est probable que la violence inférée atteigne prochainement un degré inédit. Nous pourrions plutôt prendre les devants, éviter des catastrophes auxquelles rien ne nous condamne, si nous y prenons garde, et donc construire une école du management appuyée sur ce second pilier, bénéficiant de la dynamique de ce second vecteur qu'est la souffrance au travail, et qui serait, au passage, un des moyens les plus sûrs de réduire concrètement l'apparente distance problématique de ma première topique, à savoir la distance prétendue entre l'acuité et la proximité. Proximité apparente du voir, n'est-ce pas, et acuité réelle du sentir. Enfin, je souhaite, pour m'acheminer vers une conclusion, si vous voulez, aborder rapidement les conditions pratiques de la mise en œuvre du type de management et d'enseignement du management que les précédentes conclusions pourraient nous permettre d'élaborer.
Ce troisième chemin, c'est axe de consistance et plan de consistance. La théorie des parties prenantes, on l'a deviné, bien que je l'ai tordue dans tous les sens, n'a d'intérêt réel qu'en tant qu'elle est surtout une pratique des parties prenantes. Or, ce qui compromet le plus une pratique est une autre pratique. Cette autre pratique, on vient de le voir, contribuerait à la réduction de ce que nous pourrions appeler la fracture nostalgique. Cette distanciation du voir et du sentir, du proche et de l'aigu, qui continue néanmoins à se languir l'un de l'autre, à s'espérer nostalgiquement sans fin. La réduction de cette fracture, donc, consisterait, pour le problème qui nous occupe aujourd'hui, en la mise en œuvre d'un nouveau management, tendant à réconcilier, autant qu'il se peut, le voir et le sentir, c'est-à-dire le proche et l'aigu. Mais la pratique contraire, qu'il s'agirait de périmer, de dépasser, de remplacer, quelle est-elle au juste? Le paradigme social décliné aussi bien dans les institutions politiques que dans la sphère familiale, enfin, dans moins en moins de familles, en tout cas sous nos latitudes, je l'espère, mais ce n'est pas garanti, où la plupart des autres groupes et milieux, est la verticalité de la décision et de l'exécution. L'autorité et la légitimité procèdent d'en haut, comme le fer de la guillotine. La République, en s'instituant elle-même comme incarnation, ou en tout cas délégation de la souveraineté populaire, a ou avait peu ou prou pourtant révoqué ce schéma, anticipant la doctrine des parties prenantes 2 siècles avant son élaboration théorique. Il reste que tout pouvoir étant déterminé par un tropisme vertical, un régime républicain est lui-même tendu vers une pratique axiale de l'organisation, plus ou moins bien balancée par la gravité idéologique de son credo fondateur, à savoir la volonté et ou l'intérêt général et la souveraineté populaire. La famille, on le voit de plus en plus, s'affranchit du modèle romain, qui n'est heureusement plus qu'un mauvais souvenir dans nos sociétés, on peut l'espérer. Mais c'est loin d'être le cas partout dans le monde. Mais il faut craindre que la verticalité ne structure encore les petits groupes à très forte identification, au-delà des familles, que sont les clans, les tribus et autres ensembles distingués par les sociologues actuels sous les titres de catégories anciennes, ou même archaïques, la chefferie de clan, le caïda, la tyrannie de la marque, le culte de la force et de la jeunesse, le modèle télégénique, ne sont pas moins oppressants que le pater familias. Eh bien, dans l'entreprise en tout cas, dans l'entreprise, la verticalité règne à tous les étages. L'actionnaire, et par délégation le président, savent, ordonnent, commandent et profitent. Les collaborateurs, sauf exception, en sont réduits à l'exécution et en gros subissent. Ils sont parfois bien payés pour subir, mais ils subissent. Or, nous voyons se développer, et Deleuze l'a thématisé à sa manière il y a déjà plus de 40 ans en fait, un mouvement de réticulation générale. Nous passons insensiblement d'un paradigme axial, vertical, ascendant-descendant, à un paradigme horizontal. Pour preuve, la disponibilité des données sur Internet impliquant le caractère sauvage de l'acquisition des savoirs. Les réseaux sociaux, qui sont les indices d'une révolution beaucoup plus radicale qu'il pourrait sembler. Ce ne sont pas des modes de l'existence qui mutent, mais sa nature même. Est en cause la permanence du principe structurant les sociétés humaines depuis au moins le tournant du néolithique, le statum. Par statum, il faut entendre l'épine dorsale de l'État traditionnel, mais au-delà de l'institution et de l'instauration en général, du magistère classique, bref, de l'établissement, de la notion même d'établissement, de cela qui consiste, se tient et se maintient, de l'être comme ousia, au profit d'un modèle propagatif, transgressif, sans frontières, au sens même de l'apéron d'Anaximandre, le modèle de la crue, tout autant dévastatrice que fertilisante d'ailleurs. Le statum s'était édifié comme condition de possibilité d'une existence collective raisonnable.
Il apparaît aujourd'hui que sa structure matricielle, utérine, que son fonctionnement requérant toujours une subordination des individus et des peuples, menaçant, soi-disant, sans cesse de déchoir dans la horde et la guerre de tous contre tous, atteint des limites que ces mêmes peuples et individus aspirent aujourd'hui à abolir. Ce discours-là que je tiens, d'apparence anarcho-libérale, si vous voulez, est surtout l'initiale d'une hypothèse d'organisation nouvelle, horizontale, qui nous autorise à récuser à la fois la verticalité, présumant l'immaturité chronique, voire essentielle, des peuples et des individus, et de nous prémunir contre le déferlement des passions viles. Les deux. Cette hypothèse horizontale est, plus ou moins clairement exprimée, un des principes cardinaux à l'œuvre, plus ou moins souterrainement d'ailleurs, dans la théorie des parties prenantes. Elle substitue peu à peu une organisation sociale selon un axe de consistance à une organisation sociale selon un plan de consistance. Or, il n'empêche qu'une telle évolution n'a pas lieu dans l'entreprise, ou pas encore lieu, ou pire, on a vu et on voit s'installer des protocoles d'horizontalisation, de la concertation, de la négociation, de la décision, les CE, les DPO, les CHSCT, etc., qui sont en réalité bien souvent, pas toujours, mais bien souvent des imitations, en fait, des singeries, des faux semblants, des trompe-l'œil, fournissant l'occasion le plus souvent de mimer une écoute sincère, alors qu'elle n'y est le plus souvent pas pratiquée. Vous voyez exactement ce que je voulais dire par les termes de nécessaire extériorité de la loi et des règlements tout à l'heure. Vous pouvez très bien observer les rites dans toute leur rigueur et que leurs fruits soient néanmoins pourris si vous n'avez pas pris le risque de chercher à trouver une vérité, consensuelle ou dissensuelle d'ailleurs, mais partagée par les parties prenantes, en tout cas les plus directes, mais au nom aussi des moins directes. Pour sortir de ce pharisaïsme de l'observance hypocrite des lois, des codes, qui dissimule une intention de domination, un calcul de circonvention, une tactique de séduction ou de pression, et toujours un projet de maîtrise, enfin, pour sortir de cette structure dont la meilleure garantie est précisément le maintien de l'hyperstructure matricielle, de la verticalité de laquelle elle découle, qui l'enveloppe, comme on disait au XVIIe siècle, concevons de mettre résolument à bas cette axialité, cet aplomb hiérophanique, voire hiérophantique, en modifiant d'abord la forme de l'enseignement du management. Comment? En concevant que ce qui est à retrouver, les savoirs immédiats de la vie, ne sont pas moins présents chez l'enseigné que chez l'enseignant, ou plutôt pas moins absents, ou en tout cas dissimulés. Alors vous me direz, dire cela ou le redire après les penseurs en vogue en 68, c'est déjà mettre à mal la verticalité. Ben, avait-il raison de le proposer, ces penseurs dont la liste vous est connue? Aurions-nous eu tort depuis d'en revenir à une forme traditionnelle, verticale de dispensation, j'allais dire d'administration du savoir? Non, en général, et oui, pour entre autres le management. Quelle hypothèse cache cette affirmation? Que si je dois apprendre le latin ou le latin et le russe, ne gisant pas au fond de moi, sans doute pas en tout cas, mais j'en suis pas certain du tout à vrai dire, bref, dans un cas pareil, qui est celui d'un transfert de contenu, il faudra bien qu'un maître enseigne verticalement et qu'un élève soit enseigné non moins verticalement. Mais pour ce qui concerne le management, dont on a vu qu'il avait à voir et n'avait qu'à voir, et ne devrait avoir pour tout le monde qu'à voir avec l'aigu, en tant que le proche véritable, avec le prochain si vous voulez, et qu'avec le sentir, en tant que voir véritable, qu'avec donc la vie, et donc les vivants, et donc vous et moi et les autres. Mais pour le management, donc, il ne s'agit pas de contenu, il s'agit que les décideurs et les exécutants, si vous m'autorisez ce raccourci, convergent ensemble vers ce lieu d'avant toute action dans le monde. Un non-lieu, à vrai dire. Quand je dis d'avant, évidemment, ce n'est pas un avant chronologique, c'est un avant phénoménologique. Disons,
vers ce qui rend possible toute action bien fondée, et qui est la vie même en ses savoirs immédiats. La justesse, qui est le ressort originaire du management. Pensez-vous dans ce cas que quelque chose comme une verticalité se justifie? Quel privilège hiérophanique, pour prendre ce terme, aurait un homme, un vivant, par rapport à n'importe quel autre, dont il pourrait se prévaloir pour assurer je ne sais quelle domination? Mais alors comment organise-t-on l'acquisition et la diffusion efficace du type de savoir que nous venons d'esquisser dans la présente séance? C'est simple. Nous agissons dans le monde réel. Nous ne sommes pas sur la Lune, nous agissons dans le monde réel. Il se trouve que c'est un monde verticalisé, celui de l'entreprise notamment, dans lequel un patron dirige et commande. C'est donc à lui, pour des raisons de commodité, qu'il est sans doute inutile de détailler, puisque je viens de le faire finalement, que nous allons proposer cette conversion dont il est question ici. Soit aux patrons installés dans le cadre de stages de high management, soit aux élèves qui se destinent aux carrières les plus éminentes dans les plus grands groupes. Alors je ne m'étends pas davantage ici sur ce point. D'ailleurs, point final de mon exposé, mais je voudrais tout de même en esquisser quelques conséquences possibles, non pas générales, mais dans l'entreprise, quant à son management, et donc dans et pour les écoles de management. J'ai une petite liste là à votre disposition, mais qui n'est pas exhaustive. Considération de la santé publique exprimée dans l'engagement sincère et vérifiable, impartialement, à ne diffuser que des produits sains, pharmaceutiques, alimentaires et autres. Considération du bien-être collectif exprimé par la limitation au strict minimum des pollutions résultant de la production, du stockage et de l'acheminement des fournitures, et que ce soit dans mon quartier ou dans le sous-continent indien. Considération des collaborateurs exprimée par la mise en place d'une échelle mobile des salaires et de conditions confortables de travail. Télétravail, par exemple. Le télétravail est bien une forme de la péremption du paradigme de l'être comme établissement, comme Moussia, comme Statum. Participation de l'ensemble des collaborateurs et des consommateurs à l'amélioration de la production et des produits. Éclatement du capital entre les collaborateurs. Refus d'importer des matières premières mal rémunérées à leurs producteurs directs. Ça veut dire œuvrer pour la restriction des chaînes d'intermédiaires, économiques ou politiques, ce qui est toujours un gage de qualité finale du produit. La restriction de l'intermédiation, qui est en crise d'ailleurs actuellement. Refus d'importer des produits fabriqués dans des conditions d'exploitation et d'oppression. Élaboration de stratégies marketing différenciantes, fondées sur l'équité réelle et démontrée. Et enfin, recrutement de collaborateurs des entreprises et d'élèves des écoles de management, participant des principes de régénération morale tels qu'on vient de les appréhender, qui soient qualifiants et certifiants et intégrés au protocole de recrutement. Voilà. On peut imaginer autre chose. Alors, la conclusion générale, si vous voulez, très vite, là, en deux mots. Voilà, en quelques minutes, ce que je pouvais dire aujourd'hui de l'évolution souhaitable du management. Appuyé, on l'a vu, adossé, on l'a vu, à la fois sur à la pensée de Michel Henry et sur quelques-uns de mes propres concepts. Je résume d'un mot avant de vous donner la parole, si vous souhaitez la prendre. Il convient, en fidélité au savoir immédiat de la vie, dans lesquels se fonde le critère de la justesse, lui-même issu du sentiment de celle-ci, qui se marque souvent d'ailleurs par le sentiment préalable de l'injustice, en fait. Il convient de concevoir un management et un enseignement du management qui soit déterminé par la réduction tendancielle de la fracture entre le proche et l'aigu, soi-disant proche et réellement aigu, au profit de l'acuité, et par la réduction d'une fracture superposable à la première et revenant au même, celle entre le voir et le ressentir, au profit du ressentir, comme attestation indépassable du réel. Et la réduction de ces deux seules et mêmes fractures, finalement, aura d'autant plus facilement lieu
que nous aurons, dans ce but, mis en place un mode et un modèle horizontaux de construction et de diffusion du savoir dans les écoles de management, et à terme, de mise en pratique du savoir dans l'entreprise elle-même. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Merci. On va laisser la parole à la salle. Je vais être celui qui pose la première question. D'abord, merci pour ce magnifique exposé. Je me sens un peu alerté parce que tu évoquais la question de l'enseignement, mais peut-être avant cela, ce qui me paraît un peu problématique ou peut-être difficile à appréhender, c'est justement ce rapport entre ce qui serait de l'ordre du savoir immédiat et de ce qui serait de l'ordre d'un enseignement. Je veux dire, qui me paraît être un peu l'inverse, avec une médiation, du savoir immédiat. Donc, je vois là un point de tension entre l'un et l'autre. Comment on peut réagir à ça? Mais je pense que le point de tension, il existe, hein, il faut pas le nier. En fait, je pense que les enseignements de type traditionnel, descendant, même plus participatif, comme on les pratique aujourd'hui, hein, je sais bien qu'on n'en est pas autant de l'enseignement dispensé par les jésuites au XVIIe siècle. Je pense que cet enseignement descendant, il est justifié quand il s'agit d'un transfert de contenu. C'est ce que je disais du latin et du russe. Il y a des gens qui savent et d'autres qui ne savent pas, et il faut bien que le transfert se fasse. Mais, en revanche, et de même, il y a des contenus de management. Bien sûr, il y a des techniques. Mais je crois que le ressort ultime, moi, c'est évidemment, comme toi, nous nous attachons à dégager le ressort ultime de ce dont nous parlons. Le ressort ultime du management étant, contrairement au latin, au russe ou au chinois, dans la vie elle-même, c'est-à-dire dans le sentir qu'elle est, dans son auto-éprouvé, ce ressort-là, en tout cas, je peux, encore une fois, je le disais sous cette formule, lever les illusions qui consistent à le rendre invisible ou insensible aux vivants eux-mêmes, alors que les vivants eux-mêmes sont en vie et que la vie est cette auto-éprouvée d'elle-même. Donc voilà, je m'apprête à dire demain dans une autre intervention devant un autre groupe que, à propos de la motivation, motiver, c'est ne pas démotiver. Eh bien, d'une certaine manière, enseigner le management, c'est laisser être ces principes qui sont au cœur même de la vie. Et donc, ça ne veut pas dire, évidemment, nier la nécessité, l'importance d'un enseignement, mais d'un enseignement que je suis sûr que tu pratiques d'ailleurs, qui consiste à lever les obstacles de l'accès des vivants au principe même de leur vie, su comme tel par elles dans leur ressenti. Voilà. Moi, je voudrais dire une chose très rapidement. D'abord, tu as déployé d'une façon très méditative un concept de management, c'est-à-dire, au fond, par rapport à la phrase de Canguilhem que Ghislain Deslandes a citée avant-hier, une philosophie de l'entreprise. J'aurais presque envie de dire que dans le contrepoint d'une écoute admirative, là où l'admiration engage peut-être plutôt le regard, étymologiquement, c'est vrai. Je n'ai pas totalement ressenti ce concept sur le mode de l'évidence sensible au cœur. Et en même temps, je ne peux pas dire que j'y sois étranger. Mais il y a quelque chose à quoi je résiste.
Et je le résumerai à peu près en 3-4 mots, juste comme des flèches comme ça, des choses qui renvoient aussi à beaucoup de discussions. Dans la phrase de Canguilhem, où il est question de l'entreprise comme une aventure collective, il est aussi question du conflit. Oui. Il est totalement absent de ce que tu as développé. Et je ne vois pas, je ne sens pas non plus en faire un argument juridictionnel, que le conflit, si on veut le dire en termes en rien, procède uniquement d'une objectivation qui oblitérerait la vie, l'auto-affection, la praxis, l'immanence, etc. Il a, y compris le conflit social, au sens le plus usuel, le plus ordinaire du terme, quand il y a une grève, etc. Et Henri ne le nierait pas, je crois. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a écrit un livre Communisme et capitalisme, et qu'il n'est pas critique que du communisme dans ce livre. Bien sûr. Il y a un enracinement du conflit dans la vie. Il faut le penser. Et moi, je pense que c'est ce qui est absent, ce qui fait que moi, il y aurait, pour être plutôt en quelque sorte aussi en consonance avec toi, deux directions qui devraient, à mon sens, être explorées. D'une part, la construction politique d'une conciliation entre les parties prenantes, politique et juridique, ce qui veut dire aussi remettre en chantier des héritages qui font partie d'un ordre juridique avec les droits sociaux, environnementaux. Toute cette histoire de simplification des normes et tout cet enjeu de la, disons, du dégraissage des normes qui va par exemple avec la question du traité transatlantique actuellement. Bon, donc d'une part la question de la construction politique d'une conciliation, d'une articulation, d'un compromis. D'autre part la question connexe du modèle économique, c'est-à-dire du mode de production. Je ne pense pas, et ce que tu dis peut être très subversif et très menaçant pour certaines idées ou un certain principe des rapports de production, pour reprendre un vieux terme sans doute à travailler marxien. Ce qui veut dire à ce moment-là que le troisième terme que j'aurais envie d'introduire, pour essayer de penser cette dimension politique de la construction, peut-être parce que précisément on a aussi besoin d'un nouveau paradigme, ce serait le terme de fédérer. Il s'agit bien d'un pacte politique, et il s'agit de savoir si et comment pourraient se fédérer les différents parties prenantes. Et je ne prétends même pas que tu puisses répondre à cette question, mais simplement indiquer que c'est à mon sens ce qui manque, parce que je crois précisément que si tu as parfaitement raison de souligner, de développer même, la question de l'enseignement, de l'orientation de l'enseignement du management, qui sont le sens capital, il me semble précisément que les acteurs politiques, toute une gouvernementalité qui ne serait pas seulement étatique, mais qui passe peut-être encore aussi par des partis politiques et des syndicats, par une réflexion à ce niveau-là, est partie prenante de la promotion de nouvelles formes de management qui dépassent largement le sens de l'entreprise et dont tu as parfaitement indiqué les enjeux en disant grosso modo que ça s'étendait à peu près à la biosphère tout entière. En fait, sur le conflit au cœur de la vie, ta première question, je répondrai un peu plus précisément, mais surtout le reste, c'est-à-dire la construction politique, le fait qu'on n'est pas effectivement dans un monde idéal et qu'on est bien dans un monde où le conflit existe et même doit exister. Je te rejoins complètement, je ne remets absolument pas ça en cause. Emmanuel Picavet, hier, a réfléchi aussi, dans le cadre de ce séminaire, à justement une évolution des normes, une copondération des normes traditionnelles avec un autre mode, justement, de discussion, d'élaboration du consensus ou d'un dissensus raisonné. Donc ça, bien sûr. Mais je crois, tu vois, pour répondre à la première question, enfin, pour faire écho, disons, à ta première question, qui est tellement vaste que je ne peux pas répondre là complètement, et que justement le mode de ce que tu appelles la fédération des parties prenantes, le ressort ultime de la fédération des parties prenantes, eh bien, il est seulement possible et seulement envisageable en ce sens, et comment en serait-il autrement? C'est pour le coup, ça je ne pourrais pas le penser, moi, et je crois Henri ne le pense pas non plus. Il est seulement envisageable parce que justement, dans la vie, le primat, il est celui de la communauté et non pas du conflit. C'est-à-dire que le conflit est certes dans le monde,
Mais dans la vie, et quand Henri écrit son livre du communisme au capitalisme, il s'agit bien de formes mondaines, de configurations historiques. Mais dans la vie, Henri parle dans un célèbre passage de la communauté des vivants. Les vivants, dans la vie, sont absolument mêmes et absolument et uniquement vivants. Ils n'ont les uns vis-à-vis des autres que des rapports immédiats dans lesquels sont engagés bien les savoirs immédiats de la vie. Donc là, pour le coup, ce serait le seul point théorique sur lequel je ne serais pas tout à fait d'accord, mais on pourra en discuter encore de nombreuses années. Hein. Je ne crois pas que le conflit soit au cœur du cœur, si j'ose dire, chez Henri. Je ne crois pas qu'il soit à même dans la... Peut-être pas. Bon, disons à ce moment-là, si vous voulez, juste en 30 secondes, ah oui, mais... marquer en quelque sorte la différence, mais qui est aussi un objet, je crois que c'est la question de la finitude de la communauté, et il est vrai que la provenance de ma question tient peut-être à une plus grande proximité sur la communauté, mettons à Blanchot et à Jean-Puancy, peut-être que bah oui, bien sûr. Ça, bien sûr. Mais là, c'était effectivement... Ah mais non. Non, mais c'est un sujet qui fécondera évidemment de prochaines conversations. Mais c'est vrai que c'est un point sur lequel... la possibilité même d'une fédération des parties prenantes, voilà, c'est le fait que la communauté soit primale dans la vie et dans les vivants. Cette notion d'authenticité et en même temps de séduction, de calcul, etc. Il me semble que cette notion d'authenticité est un peu problématique. Il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés depuis une dizaine d'années sur le leadership authentique. Oui. Et puis il y a eu ensuite un travail critique qui a été fait sur l'authenticité prétendue du leadership ou des leaders se présentant comme tel. Et il me semble qu'un Nietzsche, même un Pascal, parlerait plutôt de masque de la force brutale, c'est-à-dire tout l'inverse de ce que ce leadership-là prétend être. Donc, quelle réaction par rapport à ce terme d'authenticité? Bien sûr, il a été prononcé une fois ou deux, ou peut-être même qu'une seule fois. En tant que... Comment tu l'articules avec la notion de leader oui, le leadership authentique, c'est celui qui est dans le dire vrai, se présenter comme tel qu'il est, dans la transparence requise, etc. Ben, ni Nietzsche, ni Pascal ne sont Machiavel. Hein. C'est clair que, d'ailleurs, la volonté de puissance chez Nietzsche, mais ça c'est enfoncer une porte ouverte, n'est absolument pas une volonté de domination. Henri développe même la notion de volonté de puissance qui pourrait être une caractéristique, disons, prosaïque du leader, ou qui serait peut-être même l'autre nom du leadership, hein, pourquoi pas, comme au contraire une capacité de se savoir et de se vouloir pathique, hein, passible. Donc, et justement de se laisser investir par les forces de la vie elle-même, qui sont évidemment infiniment supérieures à celles de l'ego mondain que je suis dans ma contrainte, dans ma configuration. Donc, je crois beaucoup que l'autorité, dont Robert Damien a parlé hier, elle est d'abord nourrie, oui, par... ça, pour le coup, c'est contradictoire, ça peut apparaître révolutionnaire comme une sorte de lâcher-prise du leader lui-même qui se présenterait comme pâtissant de la même vie que les autres. Ça ne veut pas dire démagogie, ça ne veut pas dire empathie inauthentique, ça veut dire... c'est parce que je suis éminemment et premièrement un vivant parmi les vivants que je pourrais, de manière homogène, sinon comment parler un langage d'homme à des gens qui ne le seraient, enfin à des êtres qui ne le seraient pas. C'est parce que je suis comme vous que je vais pouvoir vous emmener à votre lieu d'achèvement.
Voilà, donc un leader, et le leadership, ce serait ça. Au contraire, quelque part comme l'affirmation audacieuse et sincère d'un primat du ressentir. C'est ce retournement-là alors qu'il faut encore articuler, détailler, etc., mais dont je pressens qu'il serait fécond pour l'avenir. Justement, je rebondis juste sur ce que vous dites. Donc ça, ce sont des choses qui existent déjà au niveau de l'armée française, notamment dans les commandos. Avec cette authenticité, effectivement, c'est une question qui a été extrêmement bien travaillée, notamment dans le livre blanc de 2002, etc. Bon, je ne suis pas philosophe. Mais moi, je ne suis pas commando. Voilà. En revanche, j'ai cet éclairage des comités de direction. Effectivement, il y a la vie. Il y a la vie dans l'entreprise. Il y a la vie aussi dans les différentes directions, que ce soit du commercial, du financier, etc. Il arrive que ces pulsions de vie du commerce, de la finance, des opérations, mais chez des opérations, des ressources humaines, il n'y a pas de point de convergence. C'est-à-dire qu'il y a une explosion au niveau de l'entreprise parce que ces différentes pulsions de vie n'amènent pas forcément l'objectif. Ce qu'il faut, à mon sens, se rappeler, c'est d'une part, par rapport aux parties prenantes, il faut reprendre la représentation de l'entreprise telle qu'elle est donnée par le plan comptable. C'est-à-dire que les parties prenantes, mis à part le capital qui est dans les 2 premières classes, l'ensemble des autres parties prenantes est en classe 4. Donc si effectivement on prend l'entreprise comme le terreau, c'est à mon sens déjà impossible à prendre en compte les parties prenantes. Donc il faudrait autre chose que l'entreprise. Bon, c'était un point. Et ma question, donc, c'est ces spécialités complexes font que quand on parle de manager, pour moi, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que quand je rencontre un autre manager, ce qui est important dans notre rencontre, c'est de savoir quelle paire de lunettes on a. Est-ce que tu es un financier? Est-ce que tu es un commercial? Est-ce que tu es des opérations? Et effectivement, dès l'instant où on se retrouve entre nous, managers des opérations ou managers commerciaux, on a des échanges possibles. Et ce qui est difficile, c'est que prendre le management comme ça, comme un leadership ou une expression commune, à mon sens, ça manque de précision. C'est audible ce que vous dites, mais vous voyez, je pense que... D'ailleurs, vos 2 remarques se rejoignent, en fait, d'une certaine façon. Ce que vous montrez, c'est la difficulté de dépasser le modèle théorique et pratique du travail ce qu'on appelle le travail en silo, où chaque partie, pour le coup, de l'entreprise, chaque service, la logistique, la comptabilité, la production, va chercher à atteindre son optimum local, ce qu'on appelle l'optimum local dans la théorie des contraintes. Bien sûr, mais justement, est-ce que ça n'est pas parce que le préalable d'un sentir de la communauté de vivants que sont d'abord les gens travaillant dans une entreprise a été oblitéré, barré au profit, je dirais, de chaînes, de schémas traditionnels installés qui prédéterminent les comportements alors qu'ils sont eux-mêmes instaurés en censure de ce qui doit être retrouvé. C'est-à-dire qu'on observe également, comme dans le politique, il y a des oligarchies dans l'entreprise. Ah ben oui, bien sûr, et comment? Bien sûr. Mais pourquoi il y en a? Parce que justement quelque chose... Parce qu'il y a des hommes de la place de se mettre, tout simplement. Et oui, mais parce qu'ils ne sont pas retrempés dans la vie qu'ils ont, la vie qu'ils sont comme vivants, et qui, elle, sait très bien ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et puis alors, quand on sait ce qui est juste, conséquemment, on sait ce qui est efficace, ce qui est rentable, ce qui est profitable, ce qui rend les gens heureux, etc. On est là, c'est la procession des hypostases, vous savez, on est d'abord la vie, les savoirs immédiats de la vie, la justice, il y en a un ou 2 autres, et puis après le monde, et tout va bien. Oui, en 30 secondes. Je voudrais revenir sur justement la question justement
qu'il y a des oligarchies dans l'entreprise, est-ce que c'est un accident, une sorte d'accident, mais un peu scandaleux, ou ça s'enracine à quelle profondeur de la vie? Et autonti morumenos, le bourreau de soi-même. Bon, d'accord. Mais moi, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a déjà répondu dans la tradition, c'est Platon. Parce que dans le politique, ce que Platon voit très bien, c'est que les hommes ne sont pas des nourrissons de Zeus. Et il voit en même temps que laissés à eux-mêmes, les dieux les ont laissés à eux-mêmes, ça leur donne une certaine responsabilité, mais il faut qu'ils se débrouillent, pour dire les choses très simplement, et ce sont des rivaux. Alors, c'est justement avec la problématique des rivaux, et comment est-ce qu'il y avait tout ça avec le paradigme du tisserand, qui est en fait le paradigme de la dialectique? Il s'agit de composer, de tisser, de tresser les métiers, c'est-à-dire les compétences, c'est-à-dire ceux-là même qui ont à assurer, à nourrir la cité, etc. Donc, c'est là qu'on voit bien que c'est parce que la rivalité est enracinée dans la vie qu'il y a la nécessité de construction politique. Bon, c'est juste une indication. Une indication platonicienne. Mais tu indiques en même temps pourquoi Henri, justement, ne se revendique pas de Platon. Parce que pour lui, les dieux n'ont pas abandonné les hommes, si j'ose dire. C'est parce que les dieux abandonner les hommes, ça veut dire la vie séparée d'elle-même, puisque c'est un autre nom de la vie elle-même. Mais bon, là, je ne veux pas, dans une assemblée comme celle-là, commencer à prêcher, ce qui n'est pas du tout mon genre d'ailleurs, mais je note quand même que chez Henri, cette séparation initiale dont tu parles, et qui est évidemment chez Platon, elle n'a pas lieu chez lui. Bon, alors il faut donc compter sur le fait qu'un manager se sente nourrisson de Zeus pour avoir une activité de mouvement. Si se sentir est le sentir conscientiel, immédiat, élémentaire de ce qui est juste et qui ne l'est pas, oui, et de ce qui ne l'est pas, oui. Sinon, qu'est-ce qui explique, dans un monde saturé d'informations sur... bon, il est en train de péricliter, ce monde, parce qu'effectivement, ce qui est faux ne peut pas durer toujours. Par libéralisme, l'hyperlibéralisme qui nous dit c'est très bien, effectivement, il y a des accidents, mais globalement, c'est comme ça que ça doit fonctionner. On est arrivé à une sorte d'acmé sociopolitique indépassable. Il y a des dommages, il y a des morts, il y a des blessés, mais globalement, le navire avance. Qu'est-ce qui ferait que des gens résistent à ça? Et pas d'une manière, comme je le disais, pas dans le visible, pas dans le monde. C'est-à-dire, dans le monde, ils peuvent très bien admettre que effectivement ce modèle est prégnant, nécessaire, et donc aimable. L'anamnèse de quelque chose d'essentiel, on est d'accord, bien sûr. Oui, alors oui, là, si tu veux, on peut discuter simplement le terme, mais ce quelque chose d'essentiel, c'est quoi? C'est un savoir immédiat, de la vie. Tu dis pardon? Je dis oui, mais je dis aussi que le même savoir immédiat de la vie porte les hommes à l'utiliser. Une toute petite question dans la suite de votre échange là. Sur cette transformation du management que vous proposez, j'entends management au sens global, production des choses dont les humains ont besoin pour vivre, quoi. Oui. Alors, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, on peut reprendre. Est-ce que donc la réflexion sur la transformation apparemment nécessaire de ça va jusqu'à intégrer la réflexion qui a été faite par mon voisin, le rappel qu'il a été fait, à savoir le fait que beaucoup des comptes des salariés des entreprises sont des comptes de la classe 4, c'est-à-dire étrangers à l'entreprise. Ce qui a, me semble-t-il, quelques petites conséquences sur la prise en compte de la vie de ces gens qui sont étrangers. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand je parlais de parties prenantes ayant directement prise ou part à l'entreprise, dans le meilleur des mondes, ça intégrait effectivement les employés. Dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, ça ne l'intègre pas. Je suis bien d'accord. Et donc, effectivement, intégrer la notion, l'idée, si vous voulez, au cœur de la théorie des parties prenantes, dans un enseignement du management aujourd'hui, ce serait déjà de permettre un englobement
dans cette partie pris, dans ces parties prenantes, au moins des collaborateurs, ce qui n'est pas le cas bien souvent. Et parce que bien souvent, comme je le disais dans ma première partie, on est dans une configuration où une seule des parties prenantes, et pour le coup ce n'en est plus une, effectue tous les rapports possibles de l'entreprise. C'est elle qui dirige, c'est elle qui travaille au sens où elle donne du travail sans discussion possible, et dans le sens aussi où elle profite du maximum de... Ce dont vous venez de parler dans votre dernière phrase là, c'est d'un homme ou c'est d'autre chose? Ah ben ça, pour moi, ça passe toujours par des hommes, si vous voulez. Vous ne répondez pas à ma question. Ben, si, c'est d'un homme, vous voulez dire en particulier? Est-ce que j'ai quelqu'un en tête quand je dis ça? Non, il ne s'agit pas de personnaliser les choses, bien sûr, mais est-ce que c'est pas d'une organisation? Moi, je vous entends parler d'entreprise et des vieilles lectures me disent, mais de quelle entreprise vous parlez? Ah oui. Alors, si vous voulez, je suis d'accord, il y a des organisations, il y a des structures. Mais vous allez dire, je le cite beaucoup, mais Henri dit, vous avez déjà vu une société, une organisation réparer un robinet? Non. Pardon? Vous avez déjà vu une société ou une organisation réparer un robinet? Non. Rien, ça n'existe pas, l'organisation, si vous voulez. Du point de vue de la vie, ça n'existe pas. Évidemment, ça existe, ça consiste, mais ça n'agit pas. Seuls les hommes agissent. Donc, si nous permettons un certain degré, si vous voulez, d'imprégnation des notions que j'ai juste esquissées aujourd'hui, aucune organisation ne pourra résister à se mettre en place en fonction de cette imprégnation. Bien, nous voulions que à la fois des philosophes et des managers s'expriment. Ben on l'a eu. Merci à vous, merci.